Salut Célim, comment tu vas? Salut Jérémy, salut tout le monde. Comment ça me fait plaisir de t'avoir dans l'émission, toi, depuis le temps. Ah bah ça me fait très plaisir aussi, écoute. Ça fait un Merci de bail, hein? me recevoir. Ouais. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, un petit écho très léger, mais ça va. Ok, bon bah je vais essayer de Ça rapprocher va, mes AirPods. ça va, Ok. franchement ça va. Alors Célim, bon, on va pas se mentir, on se connaît un petit peu tous les deux. Ça fait depuis pas mal de temps, ouais. Ouais, on s'était croisés à l'occasion, je crois, d'un concours d'un pitch, une session pitch, je sais pas si tu te souviens, qui avait été organisée par Totalement. un copain à moi, dans un bar à Paris. Et en fait, t'avais 4-5 startups, je crois, qui venaient pitcher leur projet. Et nous nous étions retrouvés à la sortie de cet événement. Et puis, on avait papoté. Puis ensuite, on s'est revus assez régulièrement à l'occasion d'événements crypto, tout ça, tout ça. Euh, et ben voilà, j'ai eu envie de t'inviter dans l'émission aujourd'hui. Est-ce que tu peux non, d'abord, avant de commencer, les gars, oubliez pas de retweeter le lien du Space, mettre un like, un commentaire. Vous pouvez poser vos questions directement à Céline dans les commentaires, même les questions les plus difficiles. Hein, il sera obligé d'y répondre, notamment sur sa collection de NFT. Hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui commencent déjà à demander. Mais voilà, activez la cloche sur YouTube si vous l'avez pas fait. Tout ça, vous connaissez la chanson. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous raconter, Célim, un petit peu, par contre, juste quand tu parles pas, coupe ton micro. C'est comme ça évite les bruits de fond. Merci beaucoup. D'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire, je sais pas, t'as quel âge, t'es né où, et t'as fait quoi comme études? Déjà pour commencer un peu, planter le décor. Bien sûr. Alors moi c'est Célim, j'ai 27 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait toute ma vie à Paris. Pas très intéressant malheureusement. Et j'ai fait, donc pour mes études, j'ai fait donc une classe prépa, puis école d'ingé au Polyhonneur de Vinci, si ça parle à quelques personnes. J'ai fait aussi un master entrepreneuriat à Polytechnique et HEC. Ouais, en fait, c'était ça qui m'avait intéressé. Alors, je ne dis pas que les études font tout, mais ils disent en général beaucoup sur une personne, sur sa méthode, sur sa résilience, sur sa capacité à se dépasser, notamment quand tu fais des écoles entre guillemets aussi prestigieuses que celle-ci. Ouais, en général, ça fait des têtes remplies. Alors pas forcément remplies des bonnes choses, hein, parce que ça va dépendre derrière évidemment de ce que tu fais de tout ça, mais quand même, hein, c'est assez intéressant. Euh, deuxième question, t'as fait des stages dans ton parcours, t'as bossé dans quel type d'industrie, est-ce que t'as fait des petits boulots, enfin voilà, avant la crypto, avant le Web3, avant tout ça, est-ce que t'as travaillé et si oui, dans quoi? Ouais, totalement. En fait, moi de base, j'étais dans le milieu de la finance traditionnelle slash data science. Donc vraiment, ce que je faisais en école, c'était vraiment du code, en fait, des maths, du code et de la finance. Et donc j'ai fait un premier stage à la Société Générale où j'étais sur un desk options derivatives où en fait je faisais le travail d'un commando front office. En gros, je faisais du développement pour les traders. J'ai fait un deuxième stage ensuite en année de césure où là j'ai fait un peu plus de data science chez BPCE où là en fait je faisais la détection de fraude en fait. Donc je sais pas si vous avez reçu déjà des SMS où votre banque vous bloque votre transaction parce qu'elle paraît suspecte, mais donc en gros moi je faisais ce type d'algorithme et ouais c'est et ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et alors, je pose souvent la question, et je vais te la poser à toi aussi. On rentre tous dans la crypto et dans le Web3 par une porte différente, que ce soit de la spéculation, la tech. Toi, par quelle porte t'es rentré? Comment t'as entendu parler de la crypto et à quel moment t'as commencé à t'y intéresser? Alors en fait, donc en 2017, j'ai un ami qui m'a un peu amené dans des conférences Bitcoin. Donc je faisais un peu le tour de Paris dès qu'il y avait une conférence Bitcoin, j'y allais. Mais j'ai pas franchi le pas. J'étais vraiment super intéressé, mais j'ai pas franchi le pas. J'ai en fait attendu d'avoir monté ma première boîte en 2020-2021. Et c'est en fait là, à ce moment-là, que je me suis dit que, en fait, j'avais un peu plus d'expérience entrepreneuriale et donc je me suis dit que j'allais lancer mon projet dans les NFT parce que ça, en fait, ça avait vraiment le vent en poupe. Donc on était en plein bear market, bull market plutôt NFT.
Et donc à ce moment-là, en fait, on n'y connaissait pas grand-chose. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait cool de tout simplement commencer à entreprendre dans le domaine. Donc on a commencé par vraiment faire plein de recherches. On en a fait vraiment un concentré d'informations. On en a écrit un e-book et on l'a vendu sur Amazon. Et en fait, à partir de là, il y a des personnes qui ont commencé à nous contacter. Tu peux nous dire, Et c'est qui nous? Parce que je crois que tu as une équipe bien sûr, ouais. qui sont devenus des amis et qui t'accompagnent dans tout ce que tu fais. J'en ai rencontré, Ouais, je crois, deux ou trois. Tu peux peut-être les mentionner? totalement, absolument. Donc en fait, de base, on a monté notre première boîte en cybersécurité traditionnelle avec Baptiste, qui est mon associé CTO. Et donc, on a monté ça en 2020, en fait, pendant le Covid. Et donc, de par cette boîte, on a rejoint Station F, qui est un gros hub de start-up à Paris. Et en fait, à Station F, c'est là qu'on a rencontré Wafa, notre troisième associé. Et en fait, avec elle, on a monté Nefture. Qui est adorable d'ailleurs. Je l'ai Qui est adorable. croisé. C'est un petit Ouais. bout de femme, mais voilà, elle. Très cool. Ok, très cool. Alors justement, tu as dit que tu as commencé dans les NFT. Raconte-nous justement un peu cette expérience et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ouais, totalement. Donc en fait, nous, on a commencé vraiment par accompagner des personnes, des projets Web3. Donc en fait, c'était des personnes qui avaient envie de monter un projet NFT, un projet blockchain de manière générale. Donc on s'est vraiment formé sur le tas en fait. Au début, comme je le disais, on n'y connaissait pas grand-chose. Ensuite, on s'est vraiment formé. On a commencé à développer des smart contracts. Euh, on a on a fait voilà on a fait des petits projets à droite à gauche, mais enfin au début on facturait même pas en fait, on n'était pas payé, on faisait ça vraiment par passion. En fait, c'était un side project parce que je le répète, on avait notre première boîte et Wafa aussi avait sa boîte. Et donc en gros, on avait nos activités à partir de 18-19 heures, on bossait sur la NFT quoi. Et donc en fait, on a Donc fait cette ça collection pendant de NFT là, les Nefturians, ouais. qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Voilà, très concrètement. Ouais, totalement. Concrètement, aujourd'hui, donc qu'est-ce que c'était? L'idée, c'était de faire un jeu vidéo autour donc en utilisant des NFT. Et donc le but, c'était de vraiment faire de, de proposer de la valeur. Donc il y avait une tokenomics, et c'était de proposer de la valeur aux holders qui puissent aussi s'amuser. Donc l'idée, c'était de faire aussi un métaverse. Malheureusement, on a lancé en fait, le jour où on a lancé, c'était même une soirée, et c'était le jour où il y a eu l'annonce de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait, donc c'était vraiment la pire soirée de l'année pour lancer sa collection. Donc on a fait 10% de la levée de ce qu'on voulait faire. Donc en fait, on n'a pas pu faire ce jeu justement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pivoté. Donc déjà on a brainstormé, ensuite on a décidé de pivoter en faisant dans un premier temps une plateforme d'automatisation de collection NFT. Euh, Quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, donc on s'était lancé dans le développement, et on avait déjà un peu de traction, mais on s'est rendu compte que on n'était pas du tout les seuls sur le sujet. Donc en fait, on s'est dit ok stop, là on est en train de foncer dans un mur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et qu'est-ce qui pourrait vraiment en fait ramener de la valeur à nos holders, et ensuite qu'est-ce qui pourrait vraiment enfin marcher quoi concrètement. Donc ce qu'on s'était dit, c'est que nous on a acquis de l'expérience via cette collection NFT. Donc en fait tout ce qu'on a fait, c'est continuer à accompagner des personnes à lancer leur projet Web3. Donc pendant un an à peu près, on a fait vraiment de l'agence. Donc concrètement, on était vraiment une agence de prestations techniques. On faisait du développement de smart contracts, on faisait de l'audit de sécurité. Et donc c'était principalement des collections NFT, mais on a fait aussi d'autres projets. Et, et en fait, on a toujours fait bénéficier notre communauté justement. Donc par exemple, si on lançait un projet, il y avait une allocation de NFT qui était dédiée justement à notre communauté. Donc on faisait des raffles, etc. Et donc ensuite, ça c'était il y a un an. Et donc il y a un an et demi à peu près, on s'est dit ok, on a fait un peu le tour. En plus, on rentre en bear market. Il y a de moins en moins de demandes.
et ça fait de moins en moins de sens parce que tout le marché des NFT, du Web3 commence à se standardiser. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne chose de continuer à lancer des collections NFT? On était tous d'accord que non. Euh, donc en fait, on a vu ce qu'on était capable de faire. On avait un background très solide en cybersécurité. On a vu qu'en fait, à chaque lancement et à chaque projet, en fait, il y avait des tentatives de cyberattaque. Même nous, en fait, on en a été victime quand on a lancé notre collection NFT. Notre hack, en fait, notre Discord s'est fait hack. Et en fait, on a quelques membres qui se sont fait hacker, quoi. Euh, donc en fait, on a vu que la sécurité, en fait, c'était un sujet prédominant et qui était vraiment un frein à l'adoption de masse. Donc on a décidé de le régler en fait. Et c'est pour ça on a fait ce pivot en fait vers la cyber. Ok, Et très donc cool. aujourd'hui, pour répondre à ta question finale, donc Bah, en aujourd'hui, fait, c'est une question de la part ouais, justement dans les commentaires et en fait, je me dis qu'il faut qu'on y réponde et comme ça après on l'évacue, mais c'est important. absolument. J'ai une question dans les commentaires, tu l'as peut-être vu en disant, mais c'était quelqu'un de très bienveillant, mais en gros il disait salut Selim, j'espère que ça va. On en est où avec les Nefturians quoi? En gros, donc la Ouais, question c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a été bien mis de sûr. Ouais. côté? Ouais, vas-y. Alors, d'un point de vue roadmap de base, alors c'est pas quelque chose, on va pas faire un jeu, ça c'est une évidence. Mais par contre, on a toujours eu en tête le fait que, bah, justement, les Nefturians, ce projet, c'était notre bootstrap quoi. En fait, c'était notre précide, en fait, notre première levée. Ça nous a permis de continuer, ça nous a permis de pivoter et de faire et d'arriver à là où on en est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on garde en tête. En ce moment, j'ai pas envie de dévoiler ce qui se passe, mais on est en Bah train, il si, y a du, bah non mais si. justement, Bah un peu je peux quand pas même. encore malheureusement, mais par contre, donc on a fait une annonce récemment auprès de tous nos holders, et en fait on est en train de justement faire évoluer les choses par rapport à cette communauté. Et l'idée, c'est justement de les récompenser, d'avoir cru en nous dès le départ, en fait. Donc, voilà. Je peux pas en dire plus malheureusement, mais dans quelques semaines, on vous fera sûrement une annonce. Voilà. Ok, bon bah alors à suivre. Alors tu parlais tout à l'heure de l'enjeu de la cybersécurité qui était devenu pour vous prioritaire. C'est quoi les principaux risques de cybersécurité aujourd'hui dans le Web 3? Évidemment, j'invite les chroniqueurs, bien sûr, mais également toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou même à lever la main pour venir les poser directement. Célim, je te laisse répondre et puis ensuite je donnerai la parole à Raphaël. Alors, les principaux risques dans le Web3, il y en a énormément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a en fait des personnes qui se lancent dans la DeFi sont dégoûtées en fait. Et pour moi, c'est un des principaux freins pour l'adoption de masse, c'est que c'est toujours le Far West. Ça fait depuis quand même pas mal de temps qu'on a survécu le bear market. Là, on voit quand même une adoption institutionnelle de la DeFi, du moins en début. Mais on voit qu'il y a toujours des hacks. Par exemple, il y a juste 3-4 heures, il y a l'exchange BigX qui s'est fait hacker, 40 qui a millions. essuyé 40 millions. Il me semble que c'est 50 maintenant. Ah, très bien. Et en fait, en fait, on continue. Donc, en fait, toutes les semaines, il y a un nouveau hack. Là, on est à 1 milliard ces 6 derniers mois de fonds perdus, en fait. Donc, des risques, il y en a partout. Donc, il y a des risques de sécurité pure, qui sont directement relatifs au smart contract, mais au wallet, par exemple. On sait tous que si on se fait voler sa clé privée, bon, bah, c'est fini. Donc, un exemple tout bête, c'est si on met notre clé privée sur iCloud et que notre iCloud se fait hack, bon, bah, c'est fini, quoi. Il y a plus de wallet, il y a plus d'assets, il y a plus rien. Euh, c'est valable aussi pour des vulnérabilités sur des smart contracts. Donc, généralement, dans des protocoles DeFi, en fait, les protocoles DeFi, c'est une dizaine, voire plus de smart contracts et qui interagissent entre eux. Et en fait, donc, des smart contracts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des programmes informatiques. Et à partir du moment où c'est immuable, où tout le monde peut interagir avec, bah, il y a forcément des vulnérabilités.
Et le truc, c'est que aujourd'hui, donc pour montrer patte blanche, tous les protocoles, tous les projets font des audits de sécurité. Malheureusement, c'est pas forcément suffisant parce que tous les protocoles avec lesquels on interagit aujourd'hui sont ce qu'on appelle des proxys, sont upgradable. Donc la plupart en tout cas. Et donc en fait, à partir du moment où un contrat est Tu upgradable, peux nous expliquer ouais, ça parce que bon, upgradable, moi je peux comprendre le fait qu'on puisse modifier les paramètres d'un token ou d'un smart contract après qu'il eût été implémenté sur la blockchain. Ça, c'est l'upgradabilité. Dis-moi si je me trompe. Après, tu parles aussi de proxy. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais, bien sûr. En fait, nous en tant qu'utilisateurs, on, on va interagir, on veut interagir généralement avec les mêmes adresses. On n'a pas envie d'interagir tout le temps avec une nouvelle adresse. Et donc en fait, il y a le protocole, il va avoir quelques adresses qui sont des core contracts. Et donc en fait, c'est généralement des proxys. Donc un proxy contract, c'est en fait on va interagir avec cette adresse-là, mais généralement il y a un implementation contract qui en fait qui est lui qui est exécuté en fait. Et donc à partir de là, ce proxy en fait il peut être souvent upgradé. Donc généralement donc il y a les fondateurs qui veulent soit émettre une nouvelle feature du projet, soit qui veulent corriger un bug. Et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait upgrader un contrat. C'est comme faire une mise à jour de n'importe quel projet finalement, n'importe quel produit. Et donc en fait le code change tout simplement. Donc finalement on peut voir ça parfois pour un upgrade de contrat. On peut voir simplement que c'est qu'il y a rien qui a été changé au niveau du code. Parfois c'est simplement quelques paramètres, mais parfois c'est vraiment toute l'architecture qui change. Et par contre, nous en tant qu'utilisateurs, on le voit pas forcément. On interagit toujours avec la même adresse. Ok, très clair. Raphaël, et ensuite on revient sur les différents types de failles de sécurité et donc de hacks. Raphaël? Salut Selim. Du coup, ma question est un peu en retard avec. Vous vous connaissez tous les deux? Non, il me semble que je t'ai jamais rencontré. Non, je pense pas. Ouais, Eh ben, il faut que vous vous je pense pas non plus. rencontriez. Vous êtes tous les deux des jeunes garçons brillants. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, j'avais une question sur quand tu disais sur la collection de NFT. Du coup, quand tu disais que c'était un peu votre pré-seed qui vous a permis de vous bootstrap entre guillemets, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ceux justement qui étaient là, on va dire from scratch, et qui vous ont soutenu dès le début pour cette collection de NFT, ou c'est juste vraiment un titre honorifique que vous donnez à cette commu? En fait, justement, moi, je sais pas si toi t'es un de ces holders, Du tout, mais du tout. ouais. J'avais pas connaissance Mais en fait, de la collection avant aujourd'hui. ouais, bien sûr. En fait, bon, parce que je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anonymes, mais en fait, on est en constante communication. Et donc, en gros, l'idée, c'est, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que justement, c'est que ces personnes-là qui ont investi au début soient récompensées. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça en a l'air parce que aujourd'hui, nous, en fait, on a une nouvelle entreprise, on a un produit qui n'a rien à voir, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de les récompenser sans forcément mettre notre projet en péril ou faire de magouille entre guillemets. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment les choses de manière très carrée, très clean. Donc, aujourd'hui, nous, on compte les récompenser. Maintenant, la question reste le comment. Donc on explore des pistes. C'est pour ça que justement on a fait une annonce, mais c'est une annonce privée entre la communauté et nous, mais donc on avance sur ce sujet-là avec eux. Ok, super, merci. Ok. Revenons sur la cybersécurité. Donc tu parlais de ça tout à l'heure. Tu nous as dit hack du Discord. Là c'est pas une chaîne. Alors en fait le hack du Discord. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'était des Coréens, Nord-Coréens, qui en fait avaient pris en fait qui avaient hacké le Discord d'un de nos modérateurs. Et donc en fait ils ont attendu 4 heures du matin à Paris pour faire en sorte qu'on dorme et qu'ils puissent activer toute la communauté. Donc en gros ils ont posté une annonce et ils ont dit voilà on a lancé le mint, c'est parti minter à cette adresse là. Donc ils avaient créé un faux site, un smart contract malveillant,
Et, et donc en fait, Dieu merci, en fait en fait ce soir-là, on était tous en ligne à 4 heures du mat. Et donc on a pu vraiment voir que justement le site s'était fait hacker. Donc il y a personne qui a perdu de l'argent ce soir-là. Mais en fait, il y a énormément de projets qui sont fait hacker de cette manière-là parce que finalement, c'est même comme le hack de Ledger, c'était un Twitter qui s'était fait hacker. Finalement, c'est derrière les projets, c'est des humains et si par exemple ils n'ont pas de F1 installé, bah tout peut arriver en fait. Donc c'était ça qui s'était passé. Mais au final, au final ça, même si le mode opératoire il est off-chain, il est sur Discord, c'est des c'est en fait c'est une action malveillante. Finalement, ça arrive toujours par un smart contract frauduleux en fait à la fin. Ok, très clair. Vas-y, Philippe. Ouais, salut Selim, content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Non, juste revenir sur le point de sécurité que tu viens d'énoncer par rapport à Discord, c'est un point très important, je pense. Aujourd'hui, on essaie de faciliter les interactions avec les blockchains. Des très bonnes solutions avec les bots Discord, les blasts de Solana, d'autres trucs qui vont arriver copiant cette même fonctionnalité, c'est cool. Mais tu pointes un problème qui est vrai, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends contrôle d'un compte Twitter, par exemple, et je poste un blast à 4 heures du matin quand l'équipe ne le voit pas, les gens un blast. C'est c'est bien un blast, non, les trucs sur Solana que tu peux poster sur Twitter, les transactions à faire en un clic. Ouais, totalement. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça, en gros, alors c'est très bien, je trouve. Il y a plein de cas d'usage. C'est d'un point de vue innovation, c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a cette problématique des comptes Twitter, des comptes Discord, tous ces trucs-là qui vont émettre des nouvelles news au niveau de mintage et tout ça. Et avec des transactions faites en un clic, ça pose un certain problème. Et je voulais avoir ton point de vue sur ça, sur cette approche de l'écosystème, d'aller vers du un clic quasiment sur toutes les plateformes. Et si vous avez envisagé des moyens de limiter ces risques-là ou de limiter ces accès au travers de vos plateformes pour éviter que vos clients se fassent avoir de cette manière-là. C'est une très bonne question. Nous, en fait, déjà, il faut savoir que nous, nos clients sont B2B, donc ils vont pas, c'est pas forcément ceux qui vont faire des transactions en un clic et acheter des petites choses à droite à gauche, mais c'est plus des LP sur des protocoles DeFi. Mais par contre, par rapport à ça, en fait, pour moi, en fait, ça montre que finalement, même si le Web3, on évolue, je trouve que l'innovation de Solana, elle est vraiment top d'un point de vue user experience, c'est génial. Et pour moi, c'est ce type de produits qui peuvent vraiment pousser la mass adoption. Mais ça montre qu'en fait, on est très reliable à des produits Web 2 finalement. Et donc ces produits Web 2, très dépendant, tu veux dire. Ouais, exactement. Et en fait, si ces produits Web 2 sont mal utilisés ou si justement il y a des problèmes de sécurité justement où il n'y a pas assez de sensibilisation, bah finalement en fait on peut rien y faire. Et aujourd'hui, quand on voit que on peut vraiment poster tout et n'importe quoi sur Twitter, bah, j'imagine que ces hacks qui vont arriver, mais c'est sûr à 100%. Et j'imagine que c'est même déjà le cas en fait. J'ai pas eu de report là-dessus, mais pour moi c'est une évidence que c'est déjà le cas. Donc en fait, je vois en fait à part aujourd'hui de la sensibilisation et de la policy de ces produits, type Twitter ou Discord, en fait je vois pas comment on pourrait régler le problème parce que nous, en tant qu'Inefture, en fait on peut pas régler ce problème-là. Nous, en gros, pour nos clients, on a une extension Chrome qui pop dès que ton wallet pop. Donc en fait, nous, on fait de l'analyse de transactions en temps réel, mais du coup, en fait, la seule manière de régler ce problème-là, c'est d'être directement intégré à Twitter, en fait, ou à Blast, quoi, leur module. Ouais. Sinon, je pensais vous pourriez peut-être avoir votre propre RPC pour soumettre des transactions et éviter les transactions qui sont liables. Je sais pas si c'est identifiable. C'est pour ça que je te demande. Ouais. En fait c'est génial que tu poses cette question-là parce que c'était notre idée de base il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et c'est ce qu'on a développé au tout début. C'était un RPC sécurisé pour protéger les user retail. Et en fait, on a pivoté jusqu'à finalement proposer un produit B2B pour les asset managers DeFi. Mais en fait, on a toujours gardé l'idée du RPC en tête. Ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est que
niveau time to market, c'était pas le meilleur moment parce que l'adoption des RPC. En fait, moi, je vois le RPC comme un réseau Wi-Fi que tu peux changer et au même titre que tu browses Internet avec un Wi-Fi en particulier, bah, tu broadcastes tes transactions sur un RPC en particulier. Et, et nous, en fait, on pensait, et c'est pour ça qu'on a shifté, on a arrêté cette idée de RPC, c'est que on pensait que justement les users seraient, mais en fait, on a vu que les users n'étaient pas forcément sensibilisés à cette technologie, et que c'était assez compliqué de les faire changer de RPC, même d'un point de vue confiance, etc. Ils préféraient rester sur les RPC par défaut de leur wallet. Mais c'est une solution technique tout à fait convenable et on compte le ressortir et ça pourrait être une solution justement. Merci. Vas-y TX. Ouais, salut Selim. Moi, ma question est un peu une extension de celle de Philippe, qui est que, enfin, c'est pas tellement une extension, mais plus une idée, et j'aimerais que tu réagisses là-dessus, qui est que on est dans un écosystème où on a envie de promouvoir le fait que les utilisateurs aient leur propre clé privée, qui gèrent tout eux-mêmes. Sauf que forcément, si tu veux avoir ce niveau de sécurité, il y a besoin que ce soit complexe, parce que si c'est trop simple, c'est probablement que c'est pas assez sécurisé, si tu détiens toi-même tes clés en tout cas. Et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que, enfin, c'est mon avis perso, mais qu'on aura besoin de plus en plus d'outils qui vont créer du web 2.5 en quelque sorte, où ce sera sur la blockchain, mais ce sera quand même un peu centralisé, par exemple avec les wallets MPC, je pense que ça te parle, et ce genre de choses, mais que tant qu'on a une sous-couche blockchain qu'on peut utiliser, c'est pas trop un problème. Et du coup, ben il y a un peu ce paradoxe où on veut plus de sécurité, plus de ownership des utilisateurs, mais de l'autre, où si ça devient trop compliqué, le problème c'est que les utilisateurs vont pas l'utiliser. Donc toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus que les gens aient eux-mêmes leurs propres clés, qui gèrent tout eux-mêmes, hein, ou que on va avoir besoin de solutions web 2.5? Pour moi, on pourra pas. Merci pour ta question déjà, mais pour moi, en fait, on pourra pas arriver à une adoption de masse avec en fait tous les users qui gèrent leurs clés. Et pour moi, c'est pas possible. C'est la plus grande friction. Euh, D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur l'adoption des SMEs, des petites moyennes entreprises à la crypto, et en fait, t'as 80% des business qui ont lâché justement ces solutions parce que il y avait en fait le wallet à proprement parler, ça représentait trop de friction en fait. Donc entre la gestion des clés privées, la transaction, comprendre tous les fondamentaux, comprendre comment fonctionnent les gas fees, enfin c'est vraiment c'est très tech finalement. Nous, je pense qu'on est dans le domaine, on comprend, mais aujourd'hui, enfin tout le monde parle de justement quand on parle d'adoption de masse, on aime bien toujours faire la comparaison avec la grand-mère qui utilise son wallet. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout en fait. Et donc pour moi, je pense que si on veut avoir des protocoles DeFi, on veut avoir des rendements, on veut innover, etc. Je pense qu'il y aura toujours des personnes qui seront là, il y aura toujours des utilisateurs, mais je pense que tout ce monde-là va rester assez tech finalement, assez institutionnel. Mais je pense que tous les cas d'usage retail, ça va passer par de l'account abstraction. Donc en fait, les utilisateurs vont faire des transactions blockchain sans s'en rendre compte, au même titre qu'on utilise le protocole SMTP tous les jours en utilisant nos mails sans s'en rendre compte. Mais je suis d'accord avec toi que la sécurité, en fait, c'est toujours un trade-off entre yield, sécurité, liberté. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a les custodians, c'est un si gros business, c'est que justement, c'est trop de responsabilité d'avoir des dizaines, des centaines de millions ou même beaucoup moins en fait, juste sur une clé privée. Et ouais, donc je pense que toute la partie retail, il y aura l'adoption blockchain retail, ce sera vraiment une expérience seamless, sans gas fee, sans clé privée, sans toute la friction générée par la blockchain. Mais par contre, tout ce qui est côté institutionnel, avec les usages plus complexes,
avec des plus gros rendements, avec des use cases peut-être plus intéressants. Je pense que on gardera ce côté un peu tech avec des Gnosis, des Ledger, etc. quoi. En tout cas, c'est mon avis. Mais en même temps, le truc, c'est que si tu comprends pas vraiment les fondamentaux de la blockchain, ben t'es peut-être moins enclin du coup à l'adopter parce que tu vois pas la différence avec les autres systèmes. Donc c'est un peu paradoxal dans le sens où d'un côté, ben si tu utilises une solution complètement qui abstrait tout, et ben tu peux ne pas voir l'intérêt de cette solution. Totalement, et je pense que c'est pour ça que tu auras des solutions blockchain qui vont petit à petit mourir, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de blockchain. Ouais. Et pour les use cases où il y aura besoin de la blockchain, bah, là ce sera seamless. Mais par contre, on aura vraiment la valeur ajoutée de la blockchain, je pense. Ok, merci beaucoup, messieurs. C'est quoi les solutions exactement que vous développez chez Nefture? Pour parler peut-être à ceux qui sont pas forcément des spécialistes en tech, etc. À qui vous vous adressez aujourd'hui et c'est quoi la solution? Moi j'ai entendu parler de pare-feu, etc. Bon, part du principe que j'y comprends rien. Comment ça marche, à quoi ça sert et qui a besoin de ça et comment ça s'implémente? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu peux nous donner, nous vulgariser un petit peu ce que tu fais avec Nefture? Totalement. Alors nous, ce qu'on fait chez Nefture, c'est que on protège les asset managers, les crypto hedge funds, les fonds en fait. En tout cas, en fait, tous les fonds qui sont on-chain, on les protège contre des attaques, des cyberattaques. Donc ça peut être des hacks, des exploits, ça peut être. On a aussi des risques, des features de risk management. Ça peut être s'il y a un token qui dépègue, si par exemple il y a un drop de liquidité dans une pool. Donc en fait, on leur envoie des alertes en temps réel et on leur permet de pouvoir take action. Désolé, je fais beaucoup de franglish parce que j'ai pitché en anglais toute la semaine. Oh, t'inquiète pas, s'il y a un mot qu'on comprend pas, je te reprends tout de suite, j'ai l'habitude. mais en fait, voilà, on leur permet de retirer leurs fonds à temps et donc en fait d'éviter une perte de fonds. Donc on a donc cette solution de monitoring et ensuite on a aussi une solution donc comme tu l'as dit de firewall. Donc on analyse toutes les transactions sortantes du wallet et donc pareil là l'idée c'est vraiment de montrer exactement quelles sont les problématiques de la transaction, quels sont les risques, est-ce que l'utilisateur doit la signer ou pas et ensuite l'utilisateur lui est libre de la signer ou pas mais en tout cas nous on a donné notre Ok, très clair, beaucoup plus clair déjà de base. J'aimerais également qu'on parle un petit peu de DeFi. Aujourd'hui, clairement, c'est quoi le principal enjeu de cybersécurité lié à la DeFi? Parce que c'est quand même l'écosystème qui concentre le plus de liquidités au même endroit. Aujourd'hui, forcément, c'est celui qui attise le plus de convoitise de la part de nos chers cyber-hackers. Et aussi, une autre question, c'est sur et je crois qu'il y a un terme là-dessus, il y a un théorème, mais je saurais pas le retrouver. Peut-être que ici quelqu'un le connaît. C'est, tu sais, la course entre celui qui doit trouver un seul un seul endroit où hacker, tu vois, et la cybersécurité qui, elle, doit faire en sorte que tous les hacks soient impossibles, tu vois. Et en fait, il y a une asymétrie entre celui qui doit trouver juste un endroit où hacker et le cybersécuriteur qui, lui, doit faire en sorte qu'ils soient tous protégés. Donc cette asymétrie crée limite une concurrence un peu déloyale entre les deux. Je sais pas si l'un d'entre vous connaît le nom, il y a un théorème, parce que j'ai écouté ça récemment dans une vidéo, mais bon, si personne connaît le terme, c'est pas grave, mais au moins comment vous essayez de travailler justement ça pour toujours être si ce n'est en avance, en tout cas d'être toujours à jour quoi.
Totalement. Bon, moi j'appelle ça le jeu du chat et de la souris. Ah Mais ouais, non, peut-être il y que a ça, un truc ça plus porte un autre compliqué, nom. ça c'est sûr. Mais tu sais quoi, je vais essayer de le retrouver pendant que tu nous fais ta réponse, mais vraiment pas sûr de réussir. Vas-y. Ok, ça marche. Donc, ouais, pour la première question par rapport aux enjeux de cyber dans la DeFi, bon, en fait, c'est dans un premier temps, c'est la détection de hacks. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir détecter un hack dès qu'ils se produisent, et même l'idée, c'est même de le détecter avant, donc avant même que la transaction n'arrive sur la blockchain, donc c'est-à-dire dans la même pool. Si on passe par des RPC publics, donc si on passe par des RPC privés, c'est impossible. On peut seulement, en fait, vu qu'une transaction d'attaque, en fait, une attaque généralement c'est un ensemble de transactions. On peut détecter la première et ensuite retirer les fonds de l'utilisateur dès le bloc où on l'a détecté. Euh, donc ça, en fait, c'est donc le premier enjeu pour moi, c'est vraiment de ne pas avoir de faux positifs, parce que ça sert à rien en fait finalement de simplement alerter pour alerter, parce que si finalement on envoie une alerte à un utilisateur qui a 10 millions logs dans un protocole, mais il est simplement en train de dormir, bon bah il peut rien faire quoi en fait. Donc nous en fait on travaille sur des algos qui permettent de retirer les fonds en temps réel des utilisateurs. Donc ça veut dire que concrètement on serait signataire d'un de leurs wallets et on aurait l'autorisation de générer ce qu'on appelle une rescue transaction, donc pouvoir retirer les fonds dès qu'on a détecté le hack. Donc qui dit transaction dit gas fees, qui dit gas fees dit faut limiter le nombre de faux positifs. Donc ça c'est vraiment notre premier enjeu, c'est ne avoir en fait aucun faux positif, parce que on peut pas se permettre de déplacer l'argent de nos clients et que ça leur coûte cher pour rien quoi finalement. Donc ça c'est vraiment un gros enjeu en fait sur lequel on travaille tous les jours. Et pour répondre à ta deuxième question, par rapport à l'asymétrie, la concurrence déloyale, c'est clair que je sais pas si t'as encore trouvé le terme, moi je l'appelle toujours le jeu du chat et de la souris. Ouais, alors je crois que j'ai trouvé, mais en gros Ouais. c'est ça, c'est l'asymétrie du cyberespace, ou le principe de Ouais, l'asymétrie entre l'attaque et la défense. ouais, Bon, en fait, on a compris quoi. totalement. En fait, on se rend compte déjà globalement, ça a énormément évolué. Je me souviens que avant, donc quand je dis avant, c'est il y a 10 ans dans l'espace-temps du Web3, mais en fait c'était l'année dernière. Les hackers dans leur fonction, et même le nom de leur contract, c'était exploiter contract ou scam contract. Et en fait, c'était juste super simple de détecter un, un contrat frauduleux, quoi. Là, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce qu'ils comprennent qu'il y a des outils qui permettent d'éviter les exploits, qui permettent de protéger les utilisateurs et même qui sont utilisés par les protocoles. Donc, euh, en fait, on voit que justement les attaqueurs contract sont beaucoup plus sophistiqués. Déjà, rien que pour le fait qu'ils aient pas le nom attaqueur contract ou scam, c'est déjà quelque chose. Euh, mais oui, c'est clair que c'est toujours en fait, dès qu'il y a un nouveau type d'attaque qu'on n'a jamais vu, nous, en fait, on va implémenter ce qu'on appelle entre guillemets la contre-attaque. Donc, on va créer soit une règle vraiment très heuristique qui va vraiment dire bon en fait, cette attaque, elle a été en fait, ce mode opératoire, c'est ça, ça et ça. Donc, nous, on implémente ça, ça et ça. Mais aujourd'hui, ouais, c'est clair que en fait les attaquants ils sont toujours en fait ils sont extrêmement créatifs. Il y a toujours de nouveaux types d'attaques et je pense que ce sera Là tu vraiment peux pas, avant. pardon, mais il y a un bruit Ouais, ambiant qui est ouais. un peu embêtant. Est-ce que tu peux t'éloigner un petit peu ou pas du tout? Alors là je viens de fermer la porte, je sais pas si vous m'entendez mieux. Nickel, beaucoup mieux, ouais. Nickel, Super. super. Mais alors, est-ce que, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, oui, les cyberhackers sont créatifs, ils essayent toujours de prendre de l'avance, évidemment. Ma question, c'est est-ce que entre vous, les tenants de la cybersécurité, les développeurs de logiciels de cybersécurité, tout ça, est-ce qu'il y a un endroit où vous mettez en commun vos trucs? J'ai vraiment question peut-être
d'ignards, mais voilà, comment vous arrivez entre vous à vous partager voilà les hacks et faire dire moi j'ai réussi à développer un truc pour ça, ou est-ce que chacun bosse de son côté? Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, ça dépend. Nous, on bosse avec des boîtes cyber, mais pas forcément nos concurrents directs. Nos concurrents directs, on n'est pas forcément en relation avec eux. Et en fait, on a chacun, et même eux ne sont pas en relation entre eux, sachant que, en fait, le truc, c'est que notre proposition de valeur, en fait, c'est justement cette détection de hack. Donc, le fait de partager nos alertes, c'est en fait comme si on leur donnait de la valeur et ils peuvent devenir meilleurs que nous, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Je suis d'accord de réfléchir comme ça, mais par contre, on bosse en fait avec des des boîtes d'audit de smart contracts. Donc par exemple, quand il y a un upgrade sur un contrat, nous on cherche des vulnérabilités. Donc, par exemple, il y a 2 jours, il y avait un upgrade sur un protocole assez connu sur lequel un de nos clients avait une position. On est vraiment, on a épluché le code, on a regardé il y avait par exemple une potentielle vulnérabilité. Donc on est rentré en contact avec le protocole et en fait on travaille comme ça. L'idée c'est aussi d'apporter de la sécurité, pas forcément payante, mais c'est de protéger notre mission, c'est de protéger l'écosystème. Et donc c'est pour ça que voilà, on engage aussi avec les protocoles pour leur dire hello, on a trouvé une vulnérabilité dans votre code, faites attention. Ok. Ouais. D'accord. Mais je comprends quand même. Ouais, il y a forcément une concurrence qui fait que ouais, on peut pas non plus tout dire. Non, mais je comprends. Ouais, effectivement. Ok. Ok, très clair. Alors, j'avais une dernière question. C'est sur justement la concurrence comment vous arrivez justement à vous démarquer de ça. Est-ce que le marketing est important dans ton secteur d'activité, ou est-ce que c'est vraiment du bouche à oreille, etc. Voilà, comment vous faites en sorte d'attirer des clients, et qu'est-ce qu'ils préfèrent chez vous plutôt que chez d'autres, parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule agence de cybersécurité. Est-ce que le prix c'est un élément qui est vraiment très important? Est-ce que c'est votre track record de hack que vous avez, je sais pas, empêché ou j'en sais rien, ou anticipé. Enfin, comment ça se passe au niveau vraiment bizdev, quoi? Très bonne question. Alors nous donc déjà t'as répondu un peu à la question rien qu'en la posant. Donc forcément le marketing ça compte, le fait de communiquer sur le produit, le fait de dire qu'on est capable de faire ça, de détecter ce type de hack, c'est super important. Euh, Maintenant, nous, nos clients, on les trouve vraiment plutôt à des événements. Par exemple, cette semaine, on était à Token 2049 à Singapour. Et en fait, on va à des événements qui intéressent nos clients et on leur dit, écoutez, nous, si vous, si vous testez la plateforme pendant 2 semaines, bah, vous verrez que justement, on peut vous apporter de la valeur. Donc, on fait des free trials et ça fonctionne. Et en fait, en termes de prix, on n'a pas forcément, on est assez aligné avec la concurrence, mais ce qui nous démarque vraiment, c'est que en fait, notre produit est vraiment pour une niche de clients précise. Donc on a vraiment créé notre produit pour les asset managers, donc pour les organisations qui opèrent on-chain. Et donc en fait, concrètement, à la concurrence qui eux sont un peu plus agnostiques, ils ont des solutions beaucoup plus custom en fait. Mais par contre, toi en tant qu'asset manager ou en tant qu'utilisateur, c'est toi qui dois setup toute ta sécurité. En fait, tu es obligé de comprendre toute ta sécurité pour être totalement sécurisé. Et nous, en fait, on propose une solution clé en main où tu as juste à appuyer sur un bouton et on fait tout pour toi automatiquement. Donc c'est vraiment ça notre USP, notre unique selling point. Euh, et donc c'est pour ça que justement on a des clients qui passent par exemple notre dernier client qu'on a signé, il était chez un concurrent et en fait il avait juste mal setup sa plateforme de sécurité avec le concurrent, je vais pas le citer ça se fait pas. Et, et en fait, il s'est fait hacker, en fait, tout simplement. Notre concurrent, il aurait pu le détecter parce qu'il a toutes les capacités pour, mais la plateforme, elle est tellement complexe que il l'a mal setup et c'est passé dans les mailles du filet. Donc, c'est pour ça qu'il est venu chez nous. Ok.
Très clair, très très clair. Ok. Ben écoute, c'est très bien. Moi je suis très content de t'avoir reçu ce matin. Je sais pas si messieurs vous avez une dernière question pour Selim. Moi je te souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite. D'ailleurs, c'est quoi les prochaines étapes pour toi et pour Nefture, ne serait-ce que peut-être en termes de développement? Est-ce que vous actuellement vous levez des fonds, enfin voilà, je sais pas, c'est quoi les prochaines étapes? Totalement. Alors nous, on vient de finir notre première levée de fonds et on va d'ailleurs l'annoncer dans quelques jours. Donc c'est ça, vous donnez tout l'argent aux détenteurs de NFT, c'est ça que tu voulais pas nous annoncer, immense airdrop. Franchement, mes VC vont être super contents. Bah oui, attends, ils ont fait ça pour ça, non? Mais ouais, non, en tout cas, on est ravis. Ça nous permet de pouvoir continuer et de pouvoir vraiment créer un produit qui peut apporter plus de sécurité à l'écosystème. Donc bien sûr, il y a aussi cette histoire avec la collection NFT. On va aussi faire des annonces dans les prochaines semaines par rapport à ça. Et ouais, donc là, on est en plein business development, donc l'idée, c'est de chercher le plus de clients possible, onboarder le plus d'utilisateurs. On est aussi ultra preneur de bêta testeurs, donc si ça vous intéresse, je serais ravi de vous onboarder sur le produit. Et ouais, l'histoire, ouais, c'est plutôt ça, voilà. Ok, excellent. Alors je mettrai évidemment dans la description du podcast les liens vers tes réseaux sociaux pour celles et ceux qui voudraient te contacter. Puis je mettrai également le lien vers ton site internet. Là en ce moment, t'es à Singapour. Ouais. Ok, comment ça se passe? Génial. Franchement, cet événement, je le conseille à tout le monde. J'ai jamais vu un événement aussi gros de toute ma vie. C'était vraiment impressionnant. Il y avait vraiment de tout. Donc il y avait des institutionnels, des retail, il y avait des protocoles, des exchanges, et les side events étaient incroyables. Le prochain Token 2049, c'est à Dubaï. Donc franchement, je vous conseille tous d'y aller. En fait, c'est vraiment ça permet vraiment de voir tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et en fait, quand on y est, on se dit waouh, il y a ça qui est en train de se build. C'est fou quoi. L'innovation, elle est folle. Donc ouais, j'ai adoré. Ok, écoute, j'espère que ça te rapportera plein de clients et que tu passeras un bon moment parce que c'est vrai que ces événements sont aussi l'occasion d'allier l'utile à l'agréable. Totalement. Je suis sûr que tu sais faire les deux. Bien. À bientôt, Selim. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tout le monde. Philippe, Cédric et TX. À très bientôt. À très vite, Selim. À très bientôt. À très vite. Ciao. Bien, merci à tous et toutes d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous allez pouvoir la retrouver en replay sur toutes les plateformes de podcast, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite, et vraiment c'est important pour nous, à vous abonner si vous l'êtes pas déjà, à relayer évidemment le podcast autour de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouvelles émissions de GM Web3. Alors, je peux d'ores et déjà vous donner une partie du programme, si vous êtes sage. Ouais, super. Mardi, on reçoit MetaFight. On va parler gaming, on va parler sport de combat, MMA, tout ça. Et puis, mon ami Arnaud Toiti animera sa chronique juridique. Et ensuite, vendredi, je recevrai le CEO de BitStack. C'est une application qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps et qui vous permet, vous savez, d'épargner des cryptos en faisant un arrondi sur vos paiements ou en DCA aussi, je crois qu'il le propose. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Et puis également on recevra pour la première de cette saison une nouvelle chronique de notre ami Daniel. Une chronique très dystopique, un petit peu pièce de théâtre crypto. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent pas, vous allez voir, c'est toujours un moment hyper sympa qu'on passe ensemble. Voilà. Puis mercredi, ce sera GM Web3 dédié à Multiversix. Je vous dis la vérité, j'ai pas encore trouvé l'invité. Je vais réfléchir, je vais voir un petit peu. Vous avez des idées? Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Moi, je pensais recevoir peut-être le CEO de Wandex, parce que ça a l'air d'avancer pas mal son truc. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Longines. Je suis en train de regarder un peu pour faire la validation dessus, ça a l'air intéressant. Après, ok. Faut que je dive plus, mais ça serait un plaisir, ouais. Ok, écoute, très bien. Je vais lui proposer available on next Wednesday at 10:30
Et qui fait ses trucs pendant l'émission, n'importe quoi. Allez, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Merci beaucoup Philippe, merci Cédric, merci TX d'avoir été là ce matin, comme d'habitude. C'était génial, je vous embrasse. Et encore, salut Célim, merci d'être passé ce matin. Et fais des bisous à tes collègues. Bye bye. Bah,